Le film s'ouvre sur Alitea alors qu'elle se rend à Istanbul où elle doit donner une conférence sur le lien entre les sciences et les mythes. Lorsqu'elle descend de l'avion, un homme rayonnant à l'apparence étrange, que personne d'autre ne remarque, tente de guider son chariot à bagages vers ce qu'il appelle le mystère. Mais lorsque les collègues d'Alitea se lèvent, le petit homme s'enfuit. Alitea raconte à ses amis ce qui s'est passé, et ils répondent en plaisantant qu'elle a dû voir un djinn. Plus tard, au cours de la conférence, Alitea voit un autre homme étrange et lumineux parmi le public que personne d'autre ne peut voir. Quand elle commence à expliquer que les anciens dieux sont devenus ce que nous connaissons comme science, l'homme étrange dit que c'est de la foutaise et lui saute dessus, la faisant perdre connaissance. Elle se réveille quelques minutes plus tard et ses collègues l'emmènent dans sa chambre pendant que le public l'applaudit. Une fois la conférence terminée, Alitea se rend en ville pour visiter des magasins d'antiquités, ignorant l'inquiétude de ses amis et promettant qu'elle se sent bien. Elle trouve une curieuse petite bouteille bleue et décide de l'acheter à la place de tout autre objet plus sophistiqué. Le lendemain matin, à l'hôtel, elle lave la bouteille et parvient enfin à l'ouvrir, ce qui libère un djinn qui occupe presque tout l'espace de la chambre. Après avoir essayé différentes langues, Alitea découvre que Djinn parle grec et il lui explique qu'elle ne doit pas avoir peur. Il lui est redevable maintenant et il lui accordera 3 vœux, bien qu'elle ne puisse pas en demander plus. La vie éternelle ou la fin de toute souffrance. Pendant qu'il parle, Djinn touche tous les objets de la pièce, allume la télé et apprend rapidement l'anglais grâce à des émissions. Ensuite, le djinn demande à Alitea les vœux de son cœur, mais Alitea n'est pas à l'aise avec le concept et doit y réfléchir. D'abord, elle partage une partie de son histoire qu'elle n'a jamais racontée à personne. Quand elle était enfant et étudiait dans un pensionnat de filles, elle était déjà une personne très solitaire. Elle lui raconte même comment un jour, un mystérieux garçon surnaturel a commencé à lui rendre visite et à lui tenir compagnie. Quand il lui racontait des histoires dans une langue qu'ils étaient les seuls à parler. Sans savoir combien de temps il resterait dans les parages, après un certain temps, elle a tout brûlé dans le four de l'école et depuis ce jour, elle n'a plus vu le garçon. Après avoir mis le panneau « Ne pas déranger » sur la poignée de la porte, Alitea se retourne pour constater que Djinn a réduit sa taille et transformé l'humble petit déjeuner de l'hôtel en quelque chose de plus extravagant. Pour gagner du temps, jusqu'à ce qu'elle décide d'un vœu, Alitea demande au djinn comment il s'est retrouvé dans la bouteille. Alors il lui explique que c'est sa 3e incarcération parce qu'il a toujours été un qui se laissait prendre aux conversations avec les femmes. Tout a commencé lorsque le djinn a eu une relation avec sa cousine Sheba, la reine du pays, qui était à moitié djinn et avait une épaisse clairière de cheveux noirs sur ses jambes. Il espérait pouvoir devenir son mari un jour, mais malheureusement, les choses ont changé avec l'arrivée du roi Salomon qui a traversé le pays et les déserts pour la courtiser. Les djinns mirent Sheba en garde contre lui et elle promit qu'aucun mortel ne pourrait jamais la conquérir. Elle finit par céder à ses charmes et s'épila même les jambes à la cire pour passer la nuit avec lui après le mariage. Cependant, Salomon a pu sentir le lien de Saba avec les djinns et, grâce à ses talents de magicien, il l'a emprisonnée dans une bouteille en laiton et l'a remis à un oiseau qui l'a lâché au milieu de la mer Rouge. Les djinns ne dorment pas, donc pendant les 100 premières années, il s'est révolté contre son destin et a prié pour sa liberté à tous les dieux sous le soleil. Malheureusement, pour les djinns, ne pas avoir de désir est la chose la plus proche de la mort. Maintenant, ils reviennent sur le sujet de ce que le cœur d'Alitea désire. Elle explique qu'elle a du succès et qu'elle a tout ce dont elle a besoin, même si elle n'a pas d'enfants, de parents ou de frères et sœurs. Elle était mariée à un homme rencontré à l'école, mais après sa fausse couche, leur relation s'est brisée et ils ont divorcé. Son mari a déménagé avec une nouvelle maîtresse, et jusqu'à aujourd'hui, Alitea garde encore quelques-unes de ses affaires dans une boîte dans la maison. Il y a quelque temps, son mari avait appris qu'elle était incapable de lire les sentiments. La façon dont son cerveau est câblé la rend intelligente mais lui cause aussi de la solitude. C'est pourquoi elle aime les histoires. Elle peut trouver des sentiments à travers elles. Pourtant, Alitea ne veut pas que son mari revienne. Elle s'est sentie libre en divorçant. Mais en tant que conteuse, elle a entendu trop d'histoires sur les souhaits des djinns ayant toujours un piège ou des contes d'avertissement qui ne finissent pas bien. Djinn jure qu'il est honorable, mais Alitea n'écoute pas et se demande si elle peut ne pas faire de souhaits du tout. Djinn se met alors à gonfler de douleur, ce qui confirme que les souhaits doivent être faits pour éviter les mauvaises conséquences. Et pour le prouver encore, Djinn raconte à Alitea l'histoire de sa 2e incarcération. Des pêcheurs ont trouvé la bouteille à l'intérieur d'un poisson, mais comme elle était recouverte d'une couche dure, ils ont pensé que c'était un rocher et l'ont jetée. Le rocher a changé de main à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il fasse partie d'un mur où Gülten l'a trouvé en essayant de grimper pour espionner le prince Mustapha. Gülten vivait comme une esclave dans la cour des concubines du palais et s'est évanouie quand elle a ouvert la bouteille et a trouvé le djinn. Quand elle s'est réveillée, elle a su rapidement ce qu'elle devait souhaiter. Elle voulait être une des concubines de Mustapha.
Jin a exaucé son vœu et Gulten a pu profiter de sa nouvelle vie après avoir caché la bouteille sous un lourd carrelage dans une salle de bain secrète. En attendant que les 2 autres vœux se réalisent, Jin se promenait dans les environs et apprenait sur les humains. C'est ainsi que son attention tomba sur Hurrem, qui était la concubine préférée du sultan. En tant que maître manipulateur, Hurrem cherchait à protéger le trône en faveur de ses propres fils au lieu de Mustapha, donc elle gardait beaucoup de dieux espions sur le prince. Jin s'inquiétait que Gulten puisse être prise dans un affreux plan politique et a essayé de l'avertir. Mais elle n'a pas écouté et a souhaité tomber enceinte du bébé de Mustapha. Pendant ce temps, les guerriers du sultan s'inquiétaient de voir leur chef devenir trop mou pour sa position et envisageaient de l'ébranler. Hurrem a entendu parler de cela et a dit au sultan que Mustapha était celui qui dirigeait les soldats afin de prendre le trône de son père, laissant le sultan avec un choix très difficile à faire. À ce moment-là, Gulten, au lieu de faire profil bas, a paradé son ventre gonflé dans le palais, certaine qu'elle portait le prochain prince. Le sultan, ayant entendu cela, a finalement fait son choix. Il a appelé Mustapha dans sa tente et l'a tué sans même lui demander sa loyauté. Dès qu'il a appris cela, Jin est allé voir Gulten pour la prévenir qu'il viendrait la chercher et lui demander le 3e vœu. Mais elle ne l'a pas cru et s'est enfuie directement dans les mains des assassins. Jin a essayé de l'aider, mais l'un des assassins était un adepte du diable Iblis et avait le pouvoir de le bloquer. Gulten a été jetée à la mer et Jin a sauté pour la sauver. Mais il était déjà trop tard. Maintenant, à cause d'un 3e vœu non réalisé, Jin était attaché à ce monde, incapable d'aller au royaume des djinns, jusqu'à ce qu'il puisse trouver un autre maître. Alitéa trouve cette histoire très ironique, car c'est exactement le genre de récit édifiant dont elle a parlé, où l'on apprend que souhaiter des vœux comporte de mauvaises conséquences. Jin fait remarquer une fois de plus que ne pas faire de souhait équivaut à se condamner, et continue son histoire pour appuyer son raisonnement. Après la mort de Gulten, Jin errait comme une force invisible, tandis que sa bouteille restait cachée sous le carrelage. Pendant 100 ans, il a essayé d'attirer l'attention des gens, mais en vain, jusqu'au jour où les princes Mourad et Ibrahim ont réussi à attirer l'attention sur lui. Mourad et Ibrahim ont pu sentir sa présence et ont trouvé la salle de bain secrète. Ils ont presque réussi à pousser le carrelage vers le haut, mais ils ont été interrompus par leur mère, Kosem, la veuve du sultan. Mourad avait de longs cheveux sur ses jambes, indiquant qu'il était le descendant de Sheba. Donc Jin a essayé de le suivre partout pour attirer à nouveau son attention. Malheureusement, Mourad a dû reprendre le trône à 14 ans et sa vie est devenue toute politique. Pendant que Mourad, plus âgé, menait les armées sur le champ de bataille, Kosem enfermait Ibrahim adulte dans une pièce avec un groupe de femmes, espérant qu'il produise un héritier mâle et protège la place de la famille sur le trône. Ibrahim aimait l'idée de passer chaque jour avec des femmes et il a choisi des beautés voluptueuses et immenses. Lorsque Mourad est revenu au palais après la guerre, son âme était pourrie par le sang et les traumatismes. Inquiet d'une éventuelle concurrence, il a pensé à tuer Ibrahim, mais Kosem l'a arrêté juste à temps en lui faisant remarquer qu'Ibrahim était trop paresseux pour organiser une émeute. Néanmoins, Kosem ne pouvait pas risquer de perdre son babymaker, alors elle gardait Mourad ivre en permanence et engageait des compteurs pour le distraire. Mourad les détestait et les tuait s'il ne s'échappait pas assez vite. Mais un jour, un vieil homme a finalement réussi à le charmer avec ses histoires et devint son seul ami. Lorsque le vieil homme mourut, Mourad fut extrêmement ivre et dans cet état de faiblesse, Jin attira enfin son attention. Mourad retrouva la salle de bain secrète abandonnée, mais il était trop faible pour ouvrir la porte. Ensuite, il but jusqu'à ce qu'il ne se réveille plus jamais. Personne d'autre ne pouvait sentir les djinns à l'époque, et Alitéa comprend très bien cette solitude parce qu'elle l'a ressentie aussi. Pour en revenir à l'histoire, Ibrahim a dû être traîné hors de sa chambre pour s'asseoir sur le trône. Il a nommé sa concubine préférée, Sugar Lump, gouverneur de Damas. Grâce à ce pouvoir, Sugar Lump était libre de vagabonder et elle a fini par trouver la salle de bain secrète. Sa taille a cassé le carrelage quand elle est tombée dessus par accident, ce qui lui a permis de trouver la bouteille. Sugar Lump n'a pas fait confiance au djinn lorsqu'il s'est présenté devant elle car il n'arrêtait pas de mendier un vœu et sentait mauvais. Pensant qu'il pouvait être un filou, Sugar Lump a souhaité que Jin soit de retour dans sa bouteille au fond du Bosphore. Aux yeux d'Alitéa, cette histoire prouve une fois de plus que souhaiter est une mauvaise idée. Elle pense pouvoir donner Jin à une autre personne plus ouverte à l'idée, mais Jin refuse de retourner dans la bouteille. Ensuite, Alitéa fait 3 vœux rapides, mais ce sont des choses stupides, comme souhaiter une gorgée de son thé. Par conséquent, ils ne fonctionnent pas, puisque les souhaits doivent être le désir du cœur. Une dispute s'ensuit, où Jin traite Alitéa de lâche, et en retour, Alitéa commence à se demander si elle ne devrait pas souhaiter qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Jin se met à crier, la suppliant d'arrêter. Sa bouteille se brise et une force soudaine provoque un dysfonctionnement de l'électronique pendant quelques secondes. Alitéa devine que cela s'est déjà produit auparavant, alors Jin commence à raconter une 3e et dernière histoire.
Zéphyr était un enfant trouvé et marié à 12 ans à un riche marchand beaucoup plus âgé qu'elle. Ce marchand avait 2 épouses plus âgées qui n'aimaient pas Zéphyr, et elle avait l'impression que tout le monde dans la maison, y compris les domestiques, se moquait toujours d'elle. La bouteille lui a été offerte par son mari, qui l'a vue tomber d'un poisson que le cuisinier était en train d'ouvrir. Alors qu'elle eut fini de le satisfaire en guise de remerciement, Zéphyr parvint à ouvrir la bouteille. Jean a rapidement remarqué qu'elle était brillante et a partagé son histoire avec elle, l'incitant à partager en retour toutes les choses qu'elle avait construites pendant son temps libre. Malheureusement, personne ne la prenait au sérieux parce qu'elle était une femme et ce jugement la faisait se sentir comme une sorcière au pouvoir inutilisé. Son premier souhait était de demander autant de connaissances que possible et Jean était heureux de l'accorder. Pour cacher ses livres à son mari, ils les ont mis dans des bouteilles magiques. Jean passa tout son temps avec elle, lui apprenant toutes sortes de sciences et de langues. Ils finirent par tomber amoureux. Plus elle s'épanouissait, moins Zéphyr devenait timide et elle commença à se délecter contre son mari. Malheureusement, ses désirs pour elle étaient une obsession. Donc quand Zéphyr devait se donner à son mari, Jean quittait la pièce et parcourait les cieux pour recueillir de nouvelles histoires qu'il raconterait à Zéphyr à son retour. Son deuxième souhait est venu lorsqu'elle était incapable de terminer une ancienne question mathématique. Ainsi, elle a demandé à percevoir le monde comme les djinns. Cela lui permit de voir toutes les solutions dont elle avait besoin, et l'a mis enceinte d'un bébé djinn, le bébé de Jean. Il était incroyablement heureux avec elle et ne voulait plus partir pour le royaume des djinns. Il empêcha donc Zéphyr de faire le 3e vœu, ce qui mit Zéphyr en colère, qui pensa alors que Jean l'a piégé comme son mari. À chaque nouvelle dispute, Jean se mettait dans une bouteille pour la calmer. Mais la dernière fois, Zéphyr n'en pouvait plus et souhaitait qu'elle oublie qu'elle l'avait rencontré. La magie lui permit d'oublier tout en un instant. Et Jean se retrouva à nouveau coincée dans une bouteille. Après avoir entendu cette dernière histoire, Alitéa sut enfin quoi demander. Elle pense qu'elle est ici pour aimer Jean, et elle souhaite que Jean soit le meilleur ami possible pour aimer Jean. Et elle souhaite qu'il l'aime en retour, afin que leur solitude soit réunie. Jean accepte, et ils passent une belle nuit ensemble. Le lendemain, Alitéa doit retourner chez elle à Londres et offre à Jean une nouvelle bouteille pour qu'il puisse voyager avec elle. À l'aéroport, elle essaie de garder le flacon dans sa poche, mais le scanner le détecte et la sécurité l'oblige à le mettre sur le plateau. Alitéa manque de faire une dépression en pensant que le scanner ou le tapis roulant vont briser le verre. Mais heureusement, la bouteille survit à l'inspection. Une fois arrivée, Jean doit s'habituer à la grande ville car tous les bruits constants et les ondes électriques dans l'air écrasent ses sens. Tous les deux commencent une vie paisible et satisfaite, et chaque fois qu'Alitéa doit travailler, Jean en profite pour se faufiler et observer les dernières inventions de l'humanité, comme les techniques chirurgicales avancées et le collisionneur. Un après-midi, Alitéa rentre du travail et trouve Jean dans la cave en train de dormir, ce qu'il n'est pas censé faire. Son corps se transforme lentement en cendres à cause de l'effet que la ville a sur lui. Alitéa utilise son second souhait pour le faire parler à nouveau. Ensuite, ils ont une conversation importante, au cours de laquelle Alitéa réalise qu'elle n'aurait pas dû forcer l'amour entre eux. Alors elle décide de libérer Jean. La bouteille se brise et Jean retourne dans son royaume d'origine après qu'Alitéa se soit endormie. Le lendemain matin, elle met les quelques objets que Jean a pu utiliser dans une boîte qu'elle range à côté de celle de son mari. 3 ans plus tard, Alitéa a fini d'écrire et d'illustrer un livre avec toutes les histoires de Jean. Soudain, elle est surprise de voir Jean apparaître devant elle. Maintenant qu'il est de nouveau en bonne santé, il peut lui rendre visite de temps en temps, l'aidant à chasser sa solitude de façon plus naturelle.